Dernière partie donc de Regard croisé, une ONG de défense des droits de l'homme au Burkina Faso accuse l'armée et ses supplétifs d'avoir tué au moins 21 civils et torturé des femmes dans la région du centre-nord. Mayaba, nous évoquions le sujet avant la pause. Oui, je le disais tantôt que ce qui s'est passé au Burkina et aujourd'hui inquiète plus d'un, parce que même au niveau des pays qui sont en train de pouvoir ou qui comment le dire, qui soutiennent les actions que le Ibrahim Traoré et son gouvernement sont en train de mener sur le terrain, doivent s'inquiéter beaucoup parce que on ne peut pas comprendre que le plan, la stratégie mise en place pour pouvoir booster le mal, mettre le mal hors du territoire, puisse créer d'autres problèmes. Aujourd'hui, nous avons pensé de la lutte contre le terrorisme et aujourd'hui, il y a des colloques auxquels tous les pays se mettent ensemble pour réfléchir sur des stratégies ou des plans d'action à mettre en place pour pouvoir sortir de cette situation-là. Mais en même temps, à l'interne, s'il doit y avoir des exactions comme ça, ça laisse à désirer parce que ça veut dire que les efforts qui seront en train d'être menés à tous les niveaux que ce soit, pour trouver solution à ce problème-là, risquent d'être annihilés. Parce que le Burkina, vous savez, a connu cette question du terrorisme, ça n'a pas duré. Mais les questions d'exaction existaient depuis. Parce qu'au temps de quand Compaoré était au pouvoir, après son départ, vous avez vu même que c'était ce ne sont même pas, comment on les appelait même, c'était des rebelles, c'était pas des rebelles, c'est des gens, des bandes armées qui sortaient, ils commettaient des exactions sur les paisibles populations. Et les gens disaient non, il faut faire venir, comment l'appelle-t-on, capitaine, pas Traoré, capitaine... Et comment l'appelle-t-on, l'ex-président qui a été évincé là. Damiba pas Damiba. Roch Marc Christian Kaboré. Non, je parle après lui là. Le Burkina Faso, ok, Sankara. Pas Sankara, avant Sankara, après Sankara, je parle de après Sankara. Je parle de l'autre, le président burkinabé, Compaoré, je parle de Compaoré. Voilà, Compaoré. Blaise Compaoré. Donc, après que son départ, vous savez que son départ a créé beaucoup de situations. Même entre-temps, ils avaient organisé son retour pour pouvoir penser, voir si on peut véritablement résoudre le problème du Burkina. Mais il n'en est plus rien. Et il est venu, les gens, ça a créé même d'autres problèmes parce que les gens l'en voulaient beaucoup. Et aujourd'hui, si les gens pensent que il y a d'autres personnes qu'on appelle les supplétifs civils qui doivent aider le gouvernement de Traoré à peut-être résoudre le problème du terrorisme qui en a créé d'autres. Je pense qu'il faut mûrement réfléchir à ce niveau-là. Parce que lors de la dernière rencontre, je crois, de l'Union africaine, qui s'est tenue à Addis Abeba, il y a eu des questions comme ça sur lesquelles les gens ont pensé et on a mis en place une structure qui, au niveau continental, on pouvait penser comment faire pour que individuellement chaque pays puisse remonter des informations liées à la façon dont il puisse régler le problème du terrorisme. Chaque pays devait faire le retour de ces éléments-là pour mettre ça dans un texte qui soit un texte universel et sur lequel on pouvait piger et faire chose. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que les efforts que Ibrahim Traoré est en train de faire pour retrouver la stabilité dans ce pays-là ne doit pas être zappé par ces supplétifs. Mais est-ce que ces supplétifs civils n'existent pas toujours dans les pays? Seulement, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dévoilés, c'est tout. Sinon, je pense que chaque armée en a toujours. Mais ici, c'est formel. Ils l'ont fait de façon formelle. Et aujourd'hui, ils ont été formés. Ici, par exemple, chez nous, il y en a, mais vous ne pouvez pas les connaître. Ils ne pouvaient pas les connaître. Donc, cela voudrait dire qu'ils voulaient pas cacher les choses pour dire il faut compter avec la population. Quand on dit, vous savez, nous sommes au Togo ici, partout, vous allez voir ces supplétifs civils, ils sont là. Ils sont dans la masse, mais dissimulés. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'ils font. C'est eux qui remontent l'information. La plus forte raison, il y a des éléments qu'on appelle les éléments de l'ANS. C'est ça, c'est civil. Donc, c'est des gens qui sont là pour le renseignement, ils prennent des informations. C'est là, je dis, l'erreur, c'est de leur donner les armes ou leur donner la latitude de descendre dans les populations et poser des actes. Eux, ils peuvent vous remonter des informations parce que leur rôle,
c'est de comment concocter des informations pour démanteler ces réseaux-là. Voilà. Pour anticiper sur des attaques, par exemple. Voilà. Donc maintenant, si on vous dit non, vous avez été formé, ça c'est la façon la plus indiquée. Il faut quand même que quelqu'un ait les outils, les b.a.-ba de la chose avant de pouvoir rentrer dans le métier. Quand il l'a pas, il va le faire mal. Mais ici, je crois, comme le confrère l'a dit, il y a eu des règlements de compte quelque part. Parce que si on peut constater que c'est sur les 21 personnes, il y a plus que 3, c'est 3 seulement qui sont pas Peuls et que c'est les Peuls qui sont ciblés, c'est qu'il y a problème véritablement dans cette région-là, qu'il faille commencer à réfléchir. C'est comme la question de M23 dont nous parlons. Aujourd'hui, le nom du Kivu, comme il veut parler Goma, pourquoi est-ce que c'est là-bas seulement il doit avoir les M23 qui agissent? Donc ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Donc tout ça là, il faut négocier. Il faut rester pour penser à une solution évidente parce que au-delà de tout, vous allez commencer à diligenter des enquêtes. Les enquêtes vont aboutir, ne vont pas aboutir, mais les mêmes problèmes demeureront. Oui. Donc il faut forcément chercher à dépiner, à trouver l'épine dorsale de la question. Bon, c'est vrai que aucune action ne mérite que ces civils soient tués, mais est-ce que ici on n'est pas aussi informé sur ce pourquoi cette attaque a été menée, ce pourquoi ces civils ont été tués, parce que les ONG n'ont pas ces informations et eux ils les considèrent comme des civils et donc ils n'ont rien fait. Oui. Non, c'est là le mythisme, le calme qu'observe le gouvernement en est pour quelque chose. C'est-à-dire que ça en dit long en principe. Non, on se pose la question sur qu'est-ce que ces civils auraient causé comme tort? Oui, c'est pourquoi je dis que le gouvernement devait communiquer là-dessus. Est-ce que si les civils avaient commis, avaient créé d'autres situations, est-ce que le gouvernement serait quand même ne serait pas à même de prendre un communiqué pour situer l'opinion par rapport à cette exaction? Même si ce n'est pas ça et qu'il y a déjà plus de 21 personnes qui sont décédées, il faut un communiqué. Le gouvernement a fait un communiqué, mais n'a pas mis l'accent sur ce que ces civils ont fait. Mais on demandait seulement, on diligentait seulement l'enquête pour situer les responsabilités. Ça veut dire qu'à un moment donné, personne de toi à moi, nous ne pouvons pas aller charlater pour voir qu'est-ce que les civils ont fait. Ce qui est sûr, il y a eu exaction qui a été commise, il y a mort d'homme et il faut condamner. C'est ce que le gouvernement aussi a condamné et a diligenté l'enquête. Maintenant, est-ce que ça va s'arrêter qu'à l'enquête? Non. Il faut creuser l'abcès. Surtout quand on parle de 21 personnes, seulement 3 ne sont pas Peuls. Il y a vraiment question à remettre en matière et creuser l'abcès, trouver des solutions. Oui, ce qui est sûr, l'ONG CISC ne dit pas les choses comme ça en l'air. Oui, c'est après plusieurs enquêtes et ils ont recueilli des informations auprès des populations. Là, ça veut dire que c'est un travail de fond qu'eux aussi, ils ont eu à faire. Le gouvernement aujourd'hui, il peine à communiquer parce qu'entre-temps aussi, ils évitent aussi de communiquer avec la presse. Ce qui fait que la presse aussi tombe dans une certaine forme de propagande et tout. Il n'arrive pas à donner les bonnes informations. Et le Premier ministre était monté au créneau pour dire que le devoir de la presse, voilà, c'est pas ça, c'est pas voilà. Donc, à un certain moment, il faudrait qu'on arrive à organiser le secteur. Le problème aujourd'hui du Burkina dans cet ordre d'idée, c'est un problème organique en fait. On n'arrive pas à organiser le secteur et on permet à tout le monde de faire ce qu'il veut. Donc je pense que ceci doit lui permettre aujourd'hui de revenir à la maison et savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Ce qu'il faut donner comme prérogative à cette dozo, moi je les appelle dozo parce que ce sont des gens qui, à un certain moment, ils savent manipuler les armes, mais pas professionnels en fait. Donc je pense qu'à un certain moment, il faut les rappeler et discuter avec eux. Et surtout, ce qu'il faut faire, il faut toujours aller au-devant de l'information. Il faut prendre le pas sur ces ONG et autres organismes nationaux et internationaux là, qui pourraient mettre à mal la paix sociale parce que là, le gouvernement, déjà, le Burkina est déjà dans une situation compliquée. Il ne faudrait pas que ces organismes-là en rajoutent. Donc, il faut, pourquoi faire? Il faut aller aux informations avant que ces personnes ne réagissent. Sinon, aujourd'hui, avec les informations que disposent ces ONG, je suis sûr que le gouvernement doit pouvoir sursauter et surtout essayer de clarifier la situation plutôt parce que ces enquêtes-là avaient été commises depuis belle lurette, mais jusque-là, il n'y a aucun élément qui est sorti. Il faut faire vite, sinon, je suis sûr que la population aura encore plus peur des forces armées que des terroristes. Avant. Alors, on va parler du dernier sujet, du Togo.
on va revenir au Togo, Oui. à Lomé. Oui. Où, lors de leur séance ordinaire à la 132e conférence des évêques du Togo, les hommes d'église ont informé l'opinion publique de leurs efforts de faire revenir Monseigneur Philippe Bodjro, cet archevêque émérite togolais qui s'est intéressé beaucoup à la politique et qu'il fait même d'ailleurs encore depuis l'étranger, parce que moi je n'ai aucune information qui confirme là où il réside actuellement. Mais avant l'émission, vous parliez de la Suède. Oui, il était en Suède, il est revenu au Bénin, il est retourné encore en Suède. Mais moi, je trouve que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Il était parti dans quelles conditions? Non, c'est là que je vais. Non, quelle raison de santé? Vous savez que les gens utilisent d'autres artifices pour se faire des noms. Monseigneur Kodjo, tout le monde connaît ce monsieur dans ce pays. Il est connu du grand public. Et c'est un homme de Dieu, comme on le dit. Bon, tout le monde est homme de Dieu. Hein. Je n'aime pas appeler ces noms-là, homme de Dieu. Moi, je dis homme d'église. Bon, enfin. Homme d'église, comme on le dit, c'est pas... En fait, il est émérite. Oui. Et aujourd'hui, ces interventions sur le plan politique qui rejoignent un peu l'église, qui a mixture, qu'on n'arrive pas à comprendre sa position réelle. Aujourd'hui, si la conférence des évêques du Togo s'approprie du dossier et demande ce qu'ils sont en train de faire des pieds et mains pour faciliter son retour, je vois déjà qu'à un moment donné, ça devient une propagande parce que Monseigneur Kodjo, de vous à moi, comme journaliste, je n'ai jamais appris quelque part qu'il a été chassé du Togo. Et donc, alors, est-ce qu'il a été inquiété d'abord? Non, il n'a jamais été inquiété. La justice non, il n'a jamais été inquiété. Selon les informations que nous avons, il n'est pas sous menace de la justice. C'est lui-même qui est parti volontaire parce qu'à un moment donné, son secrétaire général, Mac Modji, secrétaire général de la DMK, dont il est, je crois, le premier responsable de la DMK, quelque chose comme ça. Donc, il est parti. Et il suppose ou estime que comme il était, par rapport à ses sorties, il était recherché, donc il faut forcément qu'il l'accompagne et tout. Moi, j'estime que c'est sa volonté à lui de rester au pays pour se faire un nom, faire des tintaments. Mais ce n'est pas ça la vraie politique togolaise. Si la conférence des évêques du Togo estime qu'un des leurs est en exil, le problème c'est de demander à savoir pourquoi est-ce qu'il est en exil. Est-ce qu'il est inquiété par la justice togolaise? Je le dis et je le confirme que non. Aujourd'hui, dans la liste des gens qui sont recherchés par la justice togolaise, ne figure nulle part le nom de Monseigneur Kodjo. Et donc, si les gens estiment, à l'âge de plus de 92 ans, qu'on estime qu'il est vieux, qu'il doit rentrer au pays et que ces derniers jours qu'il le vive ici, qu'il aille le chercher sans être inquiété. Bon, maintenant, quand la conférence des évêques du Togo estime qu'ils sont en train de faire des pieds et mains, où ils sont en train de mettre en place une organisation pour organiser son retour. Je ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce que c'est pour, s'ils estiment qu'il est inquiété, est-ce que c'est pour aller faire une plaidoirie au niveau de la justice pour qu'on le laisse, ou peut-être annuler une condamnation qui pèse sur lui, que je ne sais pas s'il y en existe. Bon, ça c'est de Rémi Melo, moi, qui ne m'intéresse pas. Il faut trouver d'autres sujets beaucoup plus intéressants, plus que de parler de Monseigneur Kodjo. Monseigneur Kodjo, nous connaissons ses interventions sur ces débats politiques, nous savons beaucoup de choses. Et donc, il a fait quand même comment appelle-t-on, de son mentor, pas son mentor, son candidat, éternel candidat Agboum Kodjo, et non, parce que c'est grâce à cette dynamique-là aujourd'hui que Agboum Kodjo est sorti deuxième pour des élections. Oui, c'est vrai qu'il a une popularité incroyable. Il s'est surfé sur la question religieuse. La dynamique oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a pensé que c'est une question politique, c'est une question d'église, où on prend
les emblèmes, les armoiries du pouvoir, on érige dans les églises présentées. En principe, c'est pénal. Vous savez que c'est pénal, c'est pas moi qui le dis. Les juristes en diront beaucoup. Mais on ne l'a pas inquiété dans ce sens. Il est parti. Donc aujourd'hui, si de nul de rien, de mine de rien, il ressort, fait des bruits pour dire qu'il est menacé, nulle part, moi je ne sais pas si Monseigneur Kpodjoro, peut-être que je l'apprendrai quelque part, s'il est menacé ou il est sous contrôle judiciaire ou peut-être que il y a une justice, une condamnation qui plane sur lui, je ne sais pas. Alors, mais grâce la conférence des évêques du Togo doivent, au-delà de tout, dans leur conférence, trouver des formules beaucoup plus choses plutôt que de donner du poids à leur comment appelle-t-on, à leur aîné, pas aîné, c'est leur Dieu. En tous les cas, quand je parle de Dieu, c'est façon beaucoup plus chose. Mais dans tous les cas, on ne peut pas refuser. C'est un homme de l'Église. Il a joué un grand rôle. On ne peut pas refuser quoi? Non, on ne peut pas refuser que les gens plaident pour sa cause. Parce que son âge, il est vieux. Oh, bon, est-ce que j'ai l'impression, je sens un peu de la pitié dans votre propos. Oui. Je pense qu'il est un citoyen comme n'importe lequel et bon, voilà. Oui, c'est pourquoi je dis, si Monseigneur Kpodjoro décide ce matin de rentrer, ce soir de rentrer à Lomé, je ne pense pas qu'il atterrit à l'aéroport Niassingé, on va le prendre. On ne va pas le prendre. En tout cas, ça c'est votre avis. Bon, vous savez, non. Alors, on va en revenir. Ne vous inquiétez pas, on va en revenir. Vous savez, est-ce qu'aujourd'hui, la conférence des évêques du Togo, c'est pas du pipeau, c'est pas de la blague. Je pense que si ces évêques ont aujourd'hui se sont prononcés de cette façon, je pense que c'est peut-être parce que une menace plane autour de Monseigneur Kpodjoro et qui n'est pas forcément officielle. Oui, je peux dire depuis 2020, depuis ces problèmes d'élection et tout, il y a toujours eu des conférences, mais ils se sont tus. Ils ne se sont jamais prononcés sur le cas Monseigneur Kpodjoro, malgré le fait que, bon, il y a... Si, ils se sont prononcés, mais oui, seulement... mais ils ne sont pas allés véritablement dans cette optique-là, comme ils le font aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous savez, Monseigneur Kpodjoro, ce n'est pas n'importe qui pour cette nation-là. Il représente un pan de l'histoire du Togo. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut lui donner un certain respect, une certaine honorabilité. Monseigneur Kpodjoro, en même temps, quand on parle du fait exagérer. que... Bon, le grand frère vient de dire quelque chose et... Pour moi, c'est un peu grave, en fait. Il a mis l'emblème, le drapeau, dans une église, c'est pas pénal. Sinon, nous tous qui prenons le drapeau togolais quand les éperviers vont jouer, on allait nous coffrer. Non. Il a le droit, c'est un citoyen. C'est un citoyen. Il n'a pas utilisé les prérogatives. On parle de l'église. Il y a des églises qui ont érigé le drapeau togolais, il n'y a pas de souci. Parler d'un parti politique dans une église. Non, on ne peut pas aller dans cette ordre d'idée-là. Si quelqu'un choisit l'enceinte d'une église pour faire le congrès de son parti politique, c'est son problème. C'est son problème. Ça ne fait rien. Alors aujourd'hui, on a ces gouvernements, même le Togo en a fait usage, où des programmes s'appuient sur des hommes religieux, pas uniquement l'Église catholique, mais il y a également des religieux traditionnels auxquels on fait appel pour pouvoir faire des cérémonies et tout. Faire des cérémonies et impacter même la population par rapport aux crises. Oui. Alors, je ne vois pas en quoi... je vais vous du bien-être de la population. Oui, je vais vous situer par rapport à la gravité de ce que Monseigneur a commis, qui fait question. Quand vous n'allez pas dans un culte, vous allez célébrer un culte. Le culte ne regorge que les membres de la DMK, à ce que je sache. Un culte, quand vous allez, c'est dans une église. Il est allé pour un culte. Mais il n'a pas profané l'église. Non, pas de la profanation. C'est considéré le drapeau togolais, ça là. Donc vous pensez que il n'a pas pris la moitié du Togo. On ne devrait pas parler des situations politiques du pays dans un culte. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un va, il brandit le drapeau. Oui, en disant par exemple que aujourd'hui il est en train de comment l'appelle-t-on, il prie pour quoi, en mettant le drapeau devant. Moi j'oublie un peu les termes. Qui a été condamné. Écoutez, il y a un communiqué qui est sorti qui a condamné. Revenons à la réalité. Et qu'on ne peut pas utiliser les armoiries dans des églises
pour ce genre de fait. C'est pas moi qui le dis. C'est le drapeau togolais, il n'a pas utilisé autre chose que le drapeau togolais. C'est pas moi qui le condamne. Et ce qu'on dit, à chaque moment, à chaque moment, le gouvernement, non, disons la vérité, à chaque moment, quand le président de la République avait été élu, un homme de Dieu, je veux parler, je veux aussi parler. Non, c'est moi qui avais la parole, il avait la parole, je n'allais même pas faire 2 minutes, il a arraché la parole. On va laisser Gabin, on va laisser, mais elle va terminer. Je vais terminer quelques secondes. Ok, quelques c'est secondes. pour dire quoi? On ne refuse pas qu'il ait des orientations politiques. Aujourd'hui, Monseigneur Kpodjoro, nous savons, ailleurs, comme vous l'avez dit, ça se passe. Quand vous arrivez en RD Congo également avec les religieux, voilà, les religieux sont mis à contribution par le aider, justement. Mais la façon dont ça a été orienté au Togo, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Monseigneur Kpodjoro incarne une dynamique que lui-même il a appelée dynamique Monseigneur Kpodjoro. Est-ce qu'on l'a condamné pour ça? Non, ça existe partout. On ne l'a pas condamné. C'est ça pensée. Nous le disons. Non, on ne l'a pas condamné. Pour le moment, il est le premier responsable de ce mouvement qui s'appelle la DMK. Quand vous dites qu'on ne l'a pas condamné, est-ce que c'est parce qu'il aurait dû être condamné? Non, c'est pour dire qu'un homme de Dieu peut avoir des penchants politiques. C'est ce que je veux dire. C'est pourquoi je dis, ayant créé la DMK, il n'a pas été inquiété. On ne l'a pas condamné. Mais maintenant, jusqu'à ce qu'il utilise les armoiries lors d'un culte. Pour les armoiries, c'est le drapeau togolais. Dans tous les cas, c'est son drapeau aussi. Il est togolais, il peut l'utiliser à bon vent. Comprenez-moi, quand le communiqué du gouvernement est sorti pour condamner cela, je ne sais pas, vous étiez où? Vous avez tous dit, nous tous aussi, nous avons condamné cela, même au sein de son organisation. Non, quand tu n'as pas condamné, je n'avais pas condamné. Parce que, écoutez, alors, vous savez, Dieu est là pour tout le monde. On va pas quitter le. Je vais quitter pour dire que, en fait, pour ce dont nous parlons aujourd'hui, la conférence des évêques du Togo est dans son rôle. Parce que c'est un de leurs qui est en exil, estimant ou arguant comme quoi il a des soucis avec le gouvernement. À mon avis, je ne connais pas, je n'ai jamais constaté ou je n'ai jamais vu quelque part où on a écrit, où c'est stipulé clairement que Monseigneur Kpodjoro est sous menace de la justice togolaise. En tout cas, ils n'ont pas parlé de ça. Maintenant, quand ils parlent de... Ils sont en train de... Je vais avoir la parole. De prendre des initiatives à ce que... Pour faciliter le retour. Quand on dit de faciliter le retour de Monseigneur Kpodjoro, ça voudrait dire que son retour semble difficile. Compliqué. Voilà. C'est là que je peut-être lié à des problèmes de visa. Peut-être, à des problèmes de visa, moi je sais pas. Alors, on va donner la parole à Gabin. Vous savez, il y a quelque chose en fait. Oui, Dieu est là pour toutes choses et pour tout le monde. Et vous savez très bien que ce pays, quand vous prenez la constitution togolaise, c'est mis sous la coupole de Dieu. Maintenant, si un parti ou bien un regroupement de partis décide de présenter son candidat à Dieu, c'est tout à fait normal. On ne dit pas encore que le gars, il est président de la République. C'est vrai, à un certain moment aussi, il y a des partisans d'UNIR qui organisent des messes pour le président de la République. Est-ce que c'est contre les tests de l'État? Ce n'est pas contre le test de l'État. Donc, je pense que sur ce point-là, il faut laisser ce genre de débat. Maintenant, si Monseigneur Kpodjoro aujourd'hui, il est en exil, si les évêques aussi disent que bon... Alors, pourquoi vous dites qu'il est en exil? Parce qu'il n'est pas dans son pays, je le dis. C'est pas un exilé. C'est un exilé. Bon. Non, disons les choses. Quand tu parlais là, je disais absolument rien. Alors moi, je te pose la question. Il se dit être en exil. Aujourd'hui, il est en exil. Et on dit, bon, il n'est pas condamné, il n'est pas inculpé, raison pour laquelle il est parti. On a vu ici un certain monsieur Kofi Kounté. Il est parti sans être inculpé, sans être appelé par la justice, mais il est parti. Pourquoi il est parti? Tout simplement parce que, bon, il avait sorti un rapport et tout, je ne vais pas revenir sur l'affaire, mais à un certain moment, disons la vérité. Aujourd'hui, Monseigneur Kpodjoro est à l'extérieur. Aujourd'hui, il a 93 ans, on ne peut plus rien lui faire. Mais il est accompagné de quelqu'un, son secrétaire général Marc Mondi. Marc Mondi, souvenez-vous, entre-temps que Monseigneur Kpodjoro, il y avait un secrétaire qui était mort dans des circonstances qui n'avaient pas été élucidées jusque-là. Donc, lui se dit, il a peur pour la vie de Marc Mondi qui est sous le coup des accusations, en fait. Donc, aujourd'hui, quand on prend Monseigneur Kpodjoro, juste politiquement, bon, c'est un homme de Dieu, mais il peut faire de la politique aujourd'hui. En même temps, vous parlez de deux personnes distinctes. Ce sont pas deux. Non, je ne vois pas aujourd'hui, je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas en quoi. Marc Mondi, il est intrinsèquement lié. La conférence des évêques du Togo va parler au nom de deux personnes en parlant de Monseigneur Kpodjoro. Ils ne peuvent pas parler de deux personnes parce que Monseigneur Kpodjoro, qui est son secrétaire,
qui le conduit, Oui, qui mais est bon. toujours avec lui, c'est Marc Mondi. Oui, mais donc lui se dit, il n'a même pas peur. Il a dit l'un de l'autre. Ben, C'est deux personnes différentes. Ce sont deux personnes différentes, mais l'un est lié à l'autre. Si, si quelqu'un peut défendre la cause aujourd'hui... Non, écoutez, Monseigneur Kodjo, il est dans une certaine posture. Aujourd'hui, il peut même prendre son téléphone et appeler le chef de l'État. C'est un homme avec une certaine moralité, c'est une grande personne pour cette nation. Il peut appeler le chef de l'État et au vu de ce que représente le chef de l'État, vu son humilité, je ne pense pas qu'il puisse refuser. Le chef de l'État aujourd'hui, on ne peut pas amener Monseigneur Kodjo et puis il va dire, inculper lui et tout ça, il ne va jamais être d'accord. Mais aujourd'hui, si quelqu'un peut obtenir quelque chose pour son acolyte, pour quelqu'un qui le suit à chaque moment, c'est ce monsieur-là, c'est Monseigneur Kodjo. Lui, il se dit, il n'a rien à prouver encore, il n'a plus rien à faire dans cette vie, il en a déjà fait, il a 93 ans, mais quelqu'un l'accompagne toujours. Et il avait déjà vécu ce même scénario-là, avec son ex-secrétaire qui était, je ne vais pas revenir sur son décès. Donc, du coup, il faut faire très attention. Si aujourd'hui, la conférence des évêques a choisi, a décidé de parler de cette affaire et surtout a dit, le terme fétiche là, qu'il faut faciliter son retour, ça veut dire qu'il y a des crocs en jambe quelque part. Donc, en résumé, vous pensez que la conférence des évêques du Togo plaide pour que le secrétaire de Monseigneur puisse rentrer avec non, selon ce que Monseigneur lui-même avait dit, que la vie de Marc Mondi était sous menace. C'est ce qu'il avait dit. Et lui? Lui, il dit, il n'a pas peur pour sa vie. Mais pourquoi la conférence des évêques vous voyez un peu son retour dans ce sens? Si la conférence des évêques plaide pour son retour, c'est parce que, vous savez, pour des personnes, je dis toujours, on ne peut pas citer l'histoire du Togo sans citer Monseigneur Kodjo. Il représente un pan de l'histoire de ce pays. Il faut tout faire pour le faire amener et surtout parler de lui avec un certain respect. Ça va de comment on dit, d'une certaine honorabilité pour notre pays et pour tout ce que représente ce monsieur. Merci Gabin d'être passé dans J'ai pas fini. Non mais malheureusement l'émission est finie. Tu vas répondre après. Merci Gabin. Merci. Merci à vous. Et dire quoi 30 secondes. En 30 secondes, carton vert au chef de l'État et à tout son gouvernement qui est en train de faire un travail sur le terrain pour permettre aux populations qui sont sous l'emprise des terroristes au nord de retrouver le sourire en créant des conditions véritablement félicitations à eux et que Dieu puisse les guider et leur donner de meilleures idées pour aider la population à retrouver sa vie d'antan. Oui, mais vous avez quelque chose à dire? Oui, sur Monseigneur Kodjo avant Monseigneur Kodjo, c'était parce que ce dont je parlais tantôt, c'est qu'il a été, on lui avait montré le drapeau dans une église comme quoi c'est le président de la République, c'est ce qui avait été condamné. C'est ça que je parlais. En fait, il faut que les téléspectateurs nous écoutent. C'est cette condamnation, c'est cette façon de faire qui a été. Je pense que tout le monde le dit lors des campagnes, c'est notre président, ce candidat. Non, c'est pas ce que je dis. On lui montre le drapeau. Comme président de la République dans une église, ça n'existe pas. Donc, comme les protocoles le font, ça n'existe jamais nulle part. Donc, c'est ce que nous disons. Donc, si, comme il a dit, si Monseigneur veut, Kodjo, c'est un homme, il faut du respect et du, mais lui aussi doit se donner du respect. Le respect ne se décrète pas, mais il faut quand même, à un moment donné, tu te respectes pour que autrui puisse vous respecter. Nous tous, nous avons du respect pour chacun, mais selon les comportements que les uns ou les autres affichent, le respect viendra de soi. Merci Valentin Mayaba d'être passé dans Regard Croisé. Merci également à Gabin une fois encore et merci à vous, le cher téléspectateur, surtout pour votre intérêt à cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info. Si on savait, on allait...